Ok, alors, première question. Finalement, qu'est-ce que la gouvernance des systèmes d'information et qu'est-ce qu'on va retrouver sous ce terme finalement qui reste assez générique? Je vous laisse, si vous voulez, vous pouvez envoyer un message sur la messagerie Zoom pour prendre la parole. Ça peut être Ou après, il y a le groupe WhatsApp qui WhatsApp aussi. Ouais. peut être utilisé. T'as accès à... Attends, c'est que j'ai deux conversations. Hop. Alors, on a une réponse où on a les instances de pilotage. Alors, en effet, toutes les instances de pilotage sont partie intégrante de la gouvernance des systèmes d'information. C'est vraiment ça qui va être, qui est finalement fondateur dans une gouvernance efficace des systèmes d'information. On a aussi la réponse A, effectivement, sur la définition claire et formelle des rôles et des responsabilités des différents acteurs. C'est-à-dire qu'il faut que chaque personne qui travaille pour les systèmes d'information ou en relation avec les systèmes d'information doit avoir un rôle bien défini et surtout des responsabilités bien définies. C'est vraiment un point essentiel parce que sinon on arrive à des systèmes qui sont mal maîtrisés où les gens ne savent plus vraiment ce dont ils doivent faire et des systèmes d'information finalement qui dérapent. Alors, on a aussi une réponse, la C n'en fait pas partie. Et bien si, en fait, le contrôle du budget informatique, c'est aussi de la responsabilité de la gouvernance, c'est-à-dire que l'ADSI doit quand même être capable de piloter son budget, évidemment en relation avec la direction générale en général, mais c'est quand même à l'ADSI d'être capable d'avoir un budget qui soit en cohérence avec ses réalisations. On voit trop souvent des DSI qui portent des projets avec des budgets qui dérapent complètement. Je pense on a tous beaucoup d'exemples sur ces typologies de risques. Donc le contrôle du budget informatique est aussi finalement important dans la gouvernance. Et on a aussi finalement, en fait, c'est les quatre réponses qui font partie de la gouvernance. On a aussi l'alignement des objectifs des SI à la stratégie de l'organisme. On a relativement souvent, on le constate nous dans les audits qu'on réalise, des DSI qui sont plutôt un centre de coût, qui sont vraiment une direction à part, qui n'a pas forcément de lien avec les autres directions. Et ça conduit en fait à une DSI trop autonome ou trop isolée et qui correspond plus et qui fournit plus un service qui correspond à ce que l'organisme fait finalement. Donc on peut vraiment dire que la gouvernance des systèmes d'information, c'est finalement pour ce coup-là les quatre réponses. À toi, Donc ensuite, pour la deuxième question, donc qu'est-ce qu'un schéma directeur? Alors on a la réponse C, un document définissant les orientations stratégiques globales. Alors, pas tout à fait. si ah. Non. Il y a un petit Ah oui, d'accord. piège. Alors, voilà, donc c'est la réponse B. Donc c'est un document qui définit les orientations stratégiques de l'informatique pour les 3 à 5 prochaines années. Donc c'est un document qui est très important parce que il permet de s'assurer que la stratégie de l'informatique est en ligne avec la stratégie globale, justement, puisque l'informatique doit vraiment soutenir les activités métiers de l'organisme et non faire quelque chose à part qui ne viendrait pas du tout aider ce pourquoi a été créé l'organisme. Et donc ce document, il doit être mis à jour très régulièrement. Il doit être validé aussi, donc connu de la direction, mais aussi bien de la direction informatique que de la direction générale. Et il doit être aussi suivi. C'est-à-dire que s'il y a un document qui est produit mais qui n'est pas du tout suivi, c'est problématique puisque on n'a aucune assurance que les systèmes d'information viennent en support au métier.
Et on voit assez souvent des schémas directeurs qui sont uniquement des points d'avancement sur les projets en cours. C'est vraiment, il faut qu'il y ait une partie où, dans le schéma directeur, on sache à peu près où on en est, mais il faut surtout avoir les orientations et vers quoi on tend. On a trop souvent des schémas directeurs qui sont juste un état des lieux à date de ce qui est fait, de ce qui est en cours d'être réalisé dans l'organisme. Et c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Il faut que ce soit un document qui soit travaillé de concert entre la DSI et la direction générale. Une DSI ne peut pas faire son schéma directeur dans son coin sans avoir travaillé au préalable avec la direction générale. Donc, question suivante. Alors, attends, je vais remonter un peu là. Hop. Alors, quels sont les documents clés que l'on doit retrouver dans une direction des systèmes d'information? On a une question sur le schéma directeur a priori. Faut-il avoir un affichage des budgets et échéances dans le SI? Oui, dans le schéma directeur, il faut évidemment parler budget, il faut parler projet, budget et avoir un calendrier de réalisation. Il faut que ce soit un document quand même qui soit cadré et qui fixe des jalons clairs et précis avec évidemment le budget associé. Hop. Alors, on a schéma directeur, budget informatique, effectivement, et on a A, B, C et D. Alors, effectivement, les 4 réponses peuvent aller. Donc, évidemment, le schéma directeur, c'est le document fondateur et extrêmement important de la DSI. C'est ce qui pilote finalement la stratégie de la DSI. Le document qui récapitule le budget, donc où en est la DSI sur la consommation de son budget, évidemment, c'est essentiel. L'annuaire du personnel, en effet, en général, c'est plutôt la DSI qui a l'annuaire du personnel. On peut aussi le retrouver du côté des ressources humaines. En général, c'est une compétence qui est partagée entre les deux services. Et évidemment, dès les contrats établis avec les prestataires informatiques, qui sont aussi des éléments très intéressants à aller investiguer. Parce que les prestataires informatiques font partie finalement intégrante de la DSI. On les retrouve dans la majorité, si ce n'est pas l'intégralité des DSI qu'on peut rencontrer. Et il est extrêmement important d'avoir un pilotage et être capable de bien savoir quel prestataire, quel contrat, sur quel sujet au sein de la DSI ils sont. Parce qu'on voit assez souvent en fait, des prestataires qui ne sont pas forcément bien pilotés ou bien suivis. Et ça donne une zone de flou en plus sur la DSI. Donc le contrôle des prestataires, c'est également un point très important à aller investiguer. Et vous n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le quiz ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation. Donc ensuite, on va passer à la 4e question. Donc, selon les bonnes pratiques, à quelle direction la DSI doit-elle être attachée? Alors, on a une première réponse qui est la réponse C, la direction générale. Donc voilà, donc de concert, tout le monde répond la réponse C, qui est une bonne réponse, puisqu'en effet, la DSI doit, donc comme on le disait précédemment, doit pouvoir vraiment soutenir les activités métiers, et donc pour cela, doit les connaître et doit bénéficier aussi d'une légitimité à pouvoir avoir accès à une stratégie plus globale, cette stratégie doit être connue et doit être portée par l'ensemble de l'organisme. Et donc aussi, notamment, par exemple, quand on parle de gestion de projet, il est très important que la DSI soit rattachée à la direction générale pour avoir une certaine légitimité et aussi être écoutée de l'ensemble de l'organisme pour pouvoir porter des projets qui sont utiles et connus de tous.
Et en fait, on voit encore des DSI qui sont rattachés à la direction technique. Donc, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure à une DSI qui est juste centre de coût ou centre finalement de service. On le voit particulièrement encore dans des toutes petites structures, dans des toutes petites mairies, où finalement le service technique regroupe aussi la DSI. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit plus voir et qui est quand même assez peu représentatif de ce qu'on peut trouver. Question suivante. Quelles sont les principales composantes d'une DSI? Je pense que je vous l'ai dit en introduction, j'espère que vous l'avez entendu. Ah, bah, personne t'a écouté. Ah, si, quand même. Effectivement, c'est le run et le build. Malheureusement, c'est des anglicismes, mais c'est vraiment ce qu'on retrouve dans toutes les DSI. Donc, l'exploitation et la maintenance d'un côté, et on va dire les projets et la construction et le développement des systèmes d'information de l'autre. C'est vraiment les deux piliers d'une DSI et vous les retrouverez, mais systématiquement dans chaque DSI et dans chaque organisme que vous pouvez trouver. Faut que tu lèves un Je peu. laisse. Ouais. Hop. Tac. Hop. Alors, on va maintenant une petite question sur la gestion des projets informatiques. Donc, quel est le premier point à évaluer lors de l'évaluation lors de l'évaluation de la gestion d'un projet informatique? Alors, j'ai plusieurs réponses qui sont la réponse C. Exactement. Donc, quand on regarde un projet informatique, donc il faut regarder quelle est la méthode choisie. Donc, est-ce qu'ils prennent une méthode alors, il y a deux types de méthodes. Des méthodes dites cycle en V. Donc, c'est des méthodes qui sont assez anciennes et qui ont très bien fait leurs preuves. Donc, c'est une méthode qui est très carrée. Donc, on définit l'ensemble des besoins, puis on les développe, puis on les teste, puis on met en production. Donc, on installe la solution pour l'ensemble de l'organisme. Et après, la solution est utilisée, ou des méthodes plutôt dites agiles, qui sont plus récentes, où on a une idée claire du produit final, mais on va un peu apprendre en marchant et développer au fur et à mesure la solution et la tester au fur et à mesure. Et le produit est développé petit à petit. Donc, on définit cette méthode, on regarde qui est impliqué dans le projet. Donc, est-ce que le projet est porté par des personnes qui sont assez haut placées dans la direction et qui ont une légitimité certaine à porter ce projet? Est-ce qu'il y a des rôles et des responsabilités qui ont été définies? Est-ce que la taille de l'équipe est adaptée à la taille du projet? Donc les responsabilités, c'est avec notamment, on peut parler de matrice RACI. Donc qui est en charge de quoi, qui doit valider, qui doit rendre des comptes, et les livrables et les étapes. Donc est-ce que chaque partie du projet est correctement documentée? Est-ce qu'il y a des jalons? Est-ce qu'il y a un planning de défini? Est-ce qu'il est respecté? Donc c'est toutes ces composantes qui vont jouer dans la réussite du projet qu'on va devoir aller regarder. Ok, question suivante sur l'environnement informatique. Quelles cartographies sont essentielles pour bien comprendre et découvrir un système d'information? Vraiment, par quoi, quand on va essayer d'aller découvrir de manière un peu plus technique un système d'information, par quoi on va commencer? Alors, on a une première réponse A, B, C et D. Est-ce que toutes là A. Okay. Alors, pour aller découvrir l'environnement informatique, on va plutôt s'orienter en fait sur la cartographie applicative
et la cartographie technique qui va être la cartographie plus infrastructure finalement. Là, on essaye de rentrer un peu plus dans la partie technique, dans la partie vraiment comment fonctionne ce système d'information. Donc nous, en tant qu'auditeur informatique, ce qu'on va aller demander tout de suite, c'est la cartographie applicative. Qu'est-ce que vous avez dans votre parc d'applications pour permettre à vos utilisateurs de travailler dans de bonnes conditions? Et dans un second temps, on va aller regarder la cartographie technique. Est-ce que vous avez une infrastructure, des serveurs, du réseau qui correspond bien aux besoins finalement de l'entité? Donc c'est vraiment les deux éléments fondateurs. Après, évidemment, la cartographie des processus et la cartographie des risques, ça va être essentiel, mais malheureusement, on en trouve assez peu. On trouve assez rarement une cartographie des risques informatiques. C'est toujours ce vers quoi on espère tendre, mais c'est pas encore. Surtout dans les petites collectivités, on n'a pas forcément un niveau de maturité sur le système d'information qui permet d'avoir une cartographie des risques. Mais effectivement, si vous pouvez avoir la cartographie des processus et la cartographie des risques en plus, il ne faut pas hésiter. Toutes les cartographies finalement sont bonnes à prendre. Donc ensuite, question sur la sécurité des données. Alors, comment pouvez-vous vous assurer que la salle informatique est bien sécurisée? Donc la salle informatique, c'est la salle qui va contenir tous les serveurs et toutes les infrastructures physiques qui permettent de faire fonctionner un système d'information. ASC, pas loupé, ok. On a quelques réponses qui sont ASC, toutes les réponses, ABC. Donc là, il y a plusieurs bonnes réponses. Toutes les réponses sont des bonnes réponses. Donc en effet, on va contrôler l'accès aux locaux. Donc qui peut rentrer dans la salle? Donc ça va être normalement ça se compte sur les doigts d'une main. Il doit y avoir juste le directeur des systèmes d'information et peut-être un technicien, mais ça ne doit pas aller plus loin. Et il faut surtout que chaque accès puisse être historisé et que chaque accès soit justifié. C'est-à-dire qu'on peut avoir une dizaine de personnes qui rentrent dans la salle informatique, mais il faut que chacune des personnes ait des raisons valables de rentrer dans cette salle informatique finalement. Et il faut qu'on soit capable d'historiser qui est rentré quand. Ça, c'est un point essentiel. Et aussi à travers le contrôle le contrôle de l'accès aux locaux, il faut déjà dans un premier temps s'assurer que la salle est sécurisée. C'est-à-dire qu'il y a une clé ou un badge ou qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Ensuite, utiliser des alarmes pour identifier les intrusions, ça c'est important. Donc il peut y avoir aussi un système de vidéosurveillance. Donc on avait un commentaire qui disait il vaut mieux sécuriser pour éviter les intrusions plutôt que les identifier a posteriori. Alors c'est vrai il faut que ça soit sécurisé, mais au cas où, comme c'est une salle qui est très critique, il faut qu'on puisse en cas de problème identifier qui a pu rentrer et voir ce qu'il a pu faire. Et ensuite, protéger la salle contre les incidents environnementaux. Alors ça, c'est quelque chose qui est souvent assez risible puisque on va souvent voir des salles où il y a eu des risques, il y a des gros risques d'inondation et on voit que les serveurs ont été juste surélevés de 5 cm parce que la dernière inondation est montée à 3 cm. C'est quand même très dangereux et il faut vraiment s'assurer qu'en cas d'incendie, d'inondation, de panne électrique, il y ait un système de redondance pour que les données soient disponibles ailleurs ou que les risques environnementaux aient vraiment été pris en compte. Et surtout, il ne faut pas hésiter à aller visiter cette salle. Vous serez toujours surpris de ce qu'on peut trouver dans les salles informatiques. Moi, je me souviens
d'une petite collectivité qui avait installé des bassines au-dessus de ses bêtes serveurs parce que la climatisation fuyait et que donc tous les jours, en fait, il fallait aller vider les bassines qui étaient juste au-dessus des serveurs. Ça paraît assez trivial, en fait, comme risque, mais c'est vraiment des risques qui malheureusement, finalement existent largement dans dans ce qu'on peut trouver. Ce qui nous pousse finalement vers la question suivante. Citez-nous si vous avez des idées, trois risques que vous pourriez identifier sur de la sécurité, un peu les risques importants sur la sécurité. Effectivement, donc au niveau des utilisateurs, l'utilisation de clés USB qui aurait été trouvée dans un coin qui pourrait contenir des logiciels malveillants, des fichiers qu'on télécharge d'Internet sans prendre garde à la provenance, ou des mots de passe qui seraient trop simples. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un niveau de complexité de mot de passe qui soit assez important, qui soit pas non plus trop difficile, parce que si on a une politique de mot de passe trop dure, les gens vont l'écrire sur un morceau de papier et le coller sous leur clavier. Et si on a une politique de mot de passe un peu trop lâche, les gens vont utiliser le mot de passe 1, 2, 3, 4. Quoi. Donc il faut toujours, il y a des recommandations de la CNIL et de l'ANSSI à ce sujet, c'est vraiment le meilleur standard. Quoi. Les réponses à des mails douteux, effectivement, des mots de passe toujours identiques. Et là, il y a une notion qui est importante, c'est les mots de passe de service. Ça a été précisé, et ça, c'est très bien, puisque souvent, c'est des mots de passe génériques, par exemple, les comptes administrateurs. Il y a une chance sur deux pour que ça soit login administrateur, mot de passe admin. Et ça, c'est pas du tout sécurisé. Et on se rend compte aussi souvent que les mots de passe n'ont pas été changés depuis 10 ans. Et donc, potentiellement, quelqu'un qui a quitté l'organisme pourrait revenir et les mots de passe n'ont pas changé et il pourrait soutirer des informations auxquelles il ne devrait pas avoir accès. Et on a aussi habilitation non fondée sur les besoins de l'agent. Et ça, c'est vraiment essentiel de s'assurer que les habilitations correspondent bien aux activités de la personne. Parce que derrière, en fait, des habilitations un peu trop lâches, on va avoir des vrais risques de fraude interne. Par exemple, si on a toutes les personnes de la compta qui ont les mêmes habilitations, potentiellement, on va avoir un risque de transaction qui serait toxique entre elles. C'est-à-dire, par exemple, je valide la paye, je peux aussi changer le RIB des agents. Ça, c'est vraiment la porte ouverte à de la fraude interne et il faut être très, très vigilant. Très vigilant sur cette typologie de risque. On pouvait aussi évidemment penser comme risque en sécurité de la perte de données, que ce soit des serveurs qui tombent en panne, qui sont mal redondés ou mal entretenus. On a aussi évidemment, et ça on le voit de plus en plus, de la cybermalveillance avec des logiciels crypto-bloqueurs qui viennent fortement impacter le fonctionnement d'une entité. On l'a vu assez dernièrement sur des hôpitaux qui se sont fait bloquer leur système d'information finalement pendant plusieurs jours sans pouvoir travailler. Et évidemment, un dernier risque qui peut être la fraude interne. Quelqu'un qui aurait, et on le voit en sécurité de l'information, 80% des problématiques de sécurité des systèmes d'information, c'est de la fraude interne. La cybermalveillance, on en entend beaucoup parler, mais ça reste assez marginal par rapport à de la fraude interne ou à des erreurs en interne, hein, pas forcément que de la fraude. Vas-y. Alors ça, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est comme tout à l'heure, c'est le test. C'est le test. Que signifie l'acronyme DICP? Donc on a une première réponse, deux réponses. Donc en effet, c'est la réponse C. Donc disponibilité, intégrité, confidentialité et preuve. Donc, je ne vais pas revenir plus dessus parce que je pense que je l'ai bien expliqué tout à l'heure. Hop, alors dernière partie, on va essayer de finir rapidement pour nous laisser un maximum de temps sur les questions. Quels sont les éléments essentiels de la maîtrise de la continuité informatique d'une entité? Qu'est-ce qui sont
on va dire les deux éléments très importants pour assurer une continuité d'activité informatique. Pas de réponse. On n'en a pas trop parlé. C'est dans le. Ouais, c'est dans le. Ouais. Tout à fait. La sauvegarde, le processus des sauvegardes de données Et le plan de continuité. Bah, et le plan de continuité d'activité, c'est-à-dire quelles sont les actions qu'on met en place en cas d'avarie, en cas d'incident, pardon. Et évidemment, le processus de sauvegarde des données, ça c'est vraiment extrêmement important. Il faut qu'il soit testé, il faut qu'il soit mis à jour régulièrement et vraiment, c'est des choses qu'il faut aller investiguer très rapidement. Moi, j'ai audité plusieurs petites structures qui pensaient sauvegarder leurs données, qui avaient mis en place un processus, mais qui, au final, se sont rendus compte que la sauvegarde ne fonctionnait pas depuis plusieurs semaines parce qu'elles n'avaient jamais testé l'intégrité de leur sauvegarde. C'est vraiment des points essentiels parce que les données, finalement, ça devient l'actif des entités qu'on peut être amené à croiser. Et donc, dernière question sur justement ce processus de sauvegarde, Margot. Donc, quels sont les éléments qui doivent être inclus dans une procédure de sauvegarde? Toutes les réponses, exactement. Donc, le type de données sauvegardées. Donc, est-ce qu'on fait un choix de sauvegarder que certaines données qui sont très sensibles ou qui sont vraiment importantes pour l'activité de l'organisme, ou est-ce qu'on sauvegarde tout? La fréquence, est-ce qu'on fait des petites sauvegardes toutes les heures, des grosses sauvegardes tous les jours, des sauvegardes de l'ensemble des données tous les mois? Donc ça, il faut qu'il y ait une notion sur la fréquence. Quel type de sauvegarde? Est-ce qu'on fait une sauvegarde donc, totale, incrémentale ou différentielle? Donc sur certaines, est-ce qu'un jour on va sauvegarder les données sensibles et le jour d'après les données moins sensibles, etc. Sur quel support? Est-ce qu'on fait une sauvegarde sur disque dur, sur serveur, sur bande, sur le cloud? Le lieu de stockage, donc est-ce qu'elles sont sauvegardées sur site? Est-ce qu'il y a un autre site pour faire les sauvegardes? Comment elles sont sécurisées, donc dans un coffre-fort, si c'est sur le cloud par rapport à quels sont les moyens d'y accéder, et les modalités de restauration. Donc, si l'infrastructure un jour informatique tombe, comment on peut restaurer nos données et en combien de temps, etc. Donc, voilà ce qui est important de pouvoir lire dans une procédure. Ok, on va passer au temps d'échange. N'hésitez pas soit à prendre directement la parole sur Zoom ou envoyer une question directement dans l'onglet conversation. On est vraiment on est prêt à répondre, on espère, à toutes les questions que vous pouvez avoir. Oui, pour amorcer un peu la pompe des questions, je propose d'en formuler une. Vous avez abordé tout à l'heure la question des méthodes agiles, et donc je suppose qu'il y a des méthodes qui sont agiles, d'autres qui le sont moins. Est-ce qu'on peut donner des exemples de résultats de méthodes agiles au sein des juridictions financières et d'autres qui le sont moins? Moi, ce que je propose éventuellement, vous me direz si c'est exact ou pas, pour une méthode agile, c'est par exemple l'élaboration de e-control avec des équipes du CAM, et des méthodes qui me semblent en tous les cas moins agiles de mon point de vue, l'élaboration de Argos. Est-ce que je me trompe? Alors pour e-control, ça oui, je vous confirme, c'est de la méthode agile et ça a très très bien fonctionné. Par contre, pour Argos, je n'ai absolument aucune idée de savoir si c'était du cycle en V ou de la méthode agile. En fait, en général, moi, ce qu'on aime plutôt, ce qu'on constate en tout cas, c'est que les méthodes agiles, ça fonctionne très bien pour des petits projets qu'on peut découper vraiment en petits morceaux. Donc, par exemple, pour la création d'un site internet ou d'une plateforme web, ça marche très bien parce qu'on voit le résultat très rapidement. On code quelques lignes et on a tout de suite un résultat
visible sur la plateforme. Un cycle en V, nous, on le voit plutôt dans des gros projets avec un back-office ou un front-office très long et très difficile à coder, avec vraiment des lots qui sont plus gros, avec des projets qui sont plus difficilement lotissables en petits lots. En général, c'est ça qu'on voit. Et nous, en tant qu'auditeurs, on préfère toujours auditer les projets en cycle en V parce que c'est beaucoup plus cadré, beaucoup plus défini. Il y a de la documentation qui est systématiquement produite, alors que dans les méthodes agiles, on est plus orienté sur le résultat, un peu moins sur la méthode, et donc on perd un petit peu cette documentation qu'on peut avoir. Mais ça n'empêche pas que les méthodes agiles peuvent très bien fonctionner. C'est deux méthodes qui sont différentes, mais qui peuvent très bien amener à la réalisation d'un projet avec le triptyque coût, budget et délai en face, quoi. On a une question. C'est quoi une méthode agile? C'est une méthode qui est née dans les années 90-2000, je dirais. Et alors, en fait, avant les projets, c'était un cycle en V où on descendait les étapes, et c'est toujours les mêmes étapes. Au début, on définit l'ensemble des besoins, on les développe, on les teste, et ensuite, donc ça c'est l'autre partie du V, et ensuite on les met en production et la solution est directement utilisable. La méthode agile, c'est une méthode où on fait ce qu'on appelle des runs, donc c'est des petits cycles qui vont durer 3 semaines, où pendant environ une semaine, on va définir l'objectif de la petite boucle. Ensuite, on développe, on met en production, on teste et hop, on fait la boucle est finie. Première étape faite, on repart sur une petite boucle et l'ensemble des petites boucles doit donner à la fin le projet. Donc ça permet de plus s'adapter si en cours de projet, on se rend compte qu'on veut développer telle ou telle nouvelle fonctionnalité qui n'était pas prévue au départ. Ce qui, dans le cycle en V, vu qu'il n'y a pas d'itération, eh ben, tout nouvel ajout de fonctionnalité sera plus faisable, mais plus compliqué. C'est la grande différence entre les deux méthodes. En fait, le cycle en V, ça va être, on fait une expression de besoin, on développe, on teste. Et on ne doit pas normalement s'écarter de l'expression de besoin initiale. Si l'expression de besoin initiale a été bien réalisée, c'est très bien parce qu'on arrive à un produit qui correspond bien aux attentes. Alors qu'avec une méthode agile, on va être capable de modifier finalement, selon les retours utilisateurs, selon les tests qu'on peut réaliser, les fonctionnalités, l'ergonomie du produit. Ça va être un peu plus, ce sera plus flou dans le développement, mais l'objectif c'est d'avoir un produit qui sera plus en accord avec les attentes métiers. J'espère que ça répond à peu près à votre question. La différence est assez, c'est toujours un peu comme ça, Laura l'a expliqué. Hop. La formation des agents de la DSI est un point examiné. La formation des agents de DSI est un point examiné. Il semble que l'environnement joue souvent. Alors, la formation des agents de la DSI, oui, c'est un point que vous pouvez examiner très clairement. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on demande la moyenne d'âge des agents de la DSI. C'est déjà c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais on constate assez rapidement que si on a une DSI qui est assez âgée, on aura forcément des outils qui seront également aussi assez non, c'est pas de l'agisme, c'est aussi pour voir s'il y a un bon niveau de turnover et si justement la DSI se renouvelle, parce que quand on intègre des personnels qui sont un peu plus jeunes, ils ont forcément des nouvelles méthodes ou des nouvelles technologies, de nouvelles connaissances qui peuvent apporter à la DSI. Alors après, pour répondre à l'autre question, est-ce qu'il existe des références? Non, c'est pas un critère fini. Si on a une DSI qui est assez âgée, ça implique pas forcément que les outils sont obsolètes. On va aussi aller regarder s'il y a de la formation continue, si les informaticiens continuent
à se mettre à jour au fil des évolutions technologiques. On peut aussi demander quand ont été faites les dernières mises à jour de l'outil, puisqu'on sait que les éditeurs publient des outils et ensuite les mettent à jour, proposent des mises à jour assez régulièrement. Et au bout d'un moment, quand l'éditeur juge que l'outil n'est plus assez utilisé sur le marché ou ne correspond plus aux besoins de la société, ne maintient plus son outil, donc ne propose plus de mise à jour. Et donc, on peut demander quand a été faite la dernière mise à jour. Et si ils nous disent « Ah, mais l'éditeur ne met plus de mise à jour par rapport à cette application » ou « On n'a pas fait de mise à jour depuis 10 ans », on peut considérer qu'il y a un souci vis-à-vis de l'outil. Et ça peut être une façon de voir la formation des agents et si ils ont une volonté de maintenir le système. Après, on n'a pas de référence pour savoir si des outils sont plus ou moins obsolètes. Faut pas hésiter à demander, justement, comme le disait Margot, la date des dernières mises à jour. Est-ce qu'ils sont à l'état de l'art en fait sur leurs outils, ou pas forcément à l'état de l'art, mais en tout cas pas avec des outils qui dateraient un peu trop. Demander aussi, oui, s'ils sont sur les dernières versions Windows, par exemple, parce qu'on sait que si vous avez une entité qui reste, par exemple, sur Windows XP, on sait très bien qu'il n'y a plus de mise à jour de sécurité, donc ça porte un risque sur le système d'information. Et après, par rapport à ça, s'il n'y a pas beaucoup de prestataires, vous pouvez voir aussi avec les métiers. Donc, par exemple, si vous voulez aller regarder par une partie plus comptable, en discutant avec les comptables de l'organisme, par exemple, leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de l'outil qu'ils utilisent. Et eux vont vous dire oh, ça fonctionne bien, ou ah non, les fonctionnalités ne sont pas les bonnes, ça ne nous aide pas du tout. Et donc, dans ce cas-là, ça donne aussi une piste d'investigation sur pourquoi ça aide pas. Et donc, on se dit que les outils ne sont pas adaptés à l'organisme. Et du coup, ça donne aussi une piste sur la formation des agents. Est-ce qu'ils sont en capacité ou non, au final, de mettre en place un système d'information qui soutient les métiers. Donc oui, en effet, monsieur Basile, très souvent, en effet, les organismes locaux ou nationaux sont liés à un nombre assez restreint de prestataires ou de logiciels. On le voit beaucoup dans les collectivités locales ou dans les mairies où il doit y avoir 3 ou 4 éditeurs phares sur ce genre sur les outils, et la majorité de ces entités utilisent les mêmes outils. Après, il faut s'assurer que les versions sont bien les dernières versions qui permettent vraiment d'avoir soit de la sécurité, soit des fonctionnalités supplémentaires. Et même dans les organismes locaux, c'est vrai qu'on va retrouver souvent des gros ERP du type SAP, Oracle, qui vont être systématiquement présents, mais il faut quand même s'assurer que les outils correspondent bien aux besoins des directions métiers et qui sont bien maintenus et bien mis à jour. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations ? Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais remercier donc Margot et Valentin pour leur intervention sur le système d'information. Je pense que c'est intéressant à deux titres. D'une part, bien sûr, pour prendre connaissance un peu des techniques d'audit que vous avez présentées, mais aussi, et je dirais presque même surtout, pour que vraiment il y ait un réseau qui se crée entre vous et les magistrats de chambre, les magistrats et vérificateurs de chambre des comptes, pour qu'on apprenne vraiment à travailler ensemble sur ces questions de l'audit du système d'information des collectivités territoriales. Je pense qu'on ne traite pas suffisamment ce thème comme un thème de contrôle à part entière. Et je pense que ce serait vraiment intéressant
qu'on s'arme un peu en termes de compétences pour justement développer ce type de contrôle au sein des administrations publiques locales. Pour autant, votre intervention s'inscrivait dans le cadre de la formation sur la maîtrise des risques, et plus particulièrement sur la mise en place de dispositifs de contrôle interne formalisés au sein des collectivités territoriales. Et vous avez bien indiqué en introduction que l'examen du système d'information, c'est à la fois un objet et puis un vecteur, hein, donc un objet à part entière, un thème de contrôle des collectivités territoriales, mais c'est aussi le vecteur qu'on utilise lorsqu'on fait l'examen du contrôle interne. Et donc, c'était bien l'objet de cette intervention de ce matin, c'est de bien voir qu'il est difficile de ne pas aborder le thème de l'information et de la communication dans le cadre du contrôle interne d'une collectivité territoriale sans passer par la case système d'information, puisque le système d'information recouvre un peu une part importante, voire essentielle, je dirais, des modalités de transmission et de communication au sein de la collectivité territoriale. Je rappelle simplement que ce n'est pas l'unique modalité de communication et de transmission d'informations au sein de la collectivité. Il y a d'autres modalités qui sont un peu plus classiques, des réunions, des documents papier qui existent encore, des coups de téléphone, etc. Et donc, lorsqu'on aborde la question du thème de l'information et de la communication, et voir comment, je dirais, les informations passent entre les différentes composantes du contrôle interne, il faut bien sûr se préoccuper du système d'information, mais il ne faut pas oublier d'aller regarder les autres modalités, et notamment les réunions, les comptes rendus de réunions, comment ils sont enregistrés, etc., pour avoir une vision le plus complète possible du thème information et communication au sein du contrôle interne d'une collectivité territoriale. Voilà, alors je remercie énormément Margot et Valentin pour l'intervention. Cette intervention clôt notre formation sur la maîtrise des risques au sein des administrations publiques locales. C'est une formation qui nous a tenus un peu éveillés pendant 4 semaines. C'était la première fois, en tous les cas pour Marie-Odile et moi, que nous l'organisions sous la forme de e-learning. Alors, on a essuyé un peu les plâtres, hein, parce que c'était une première fois. J'espère qu'elle a correspondu à vos attentes, à la fois sur le contenu et sur les modalités pédagogiques, de manière à faciliter au mieux, je dirais, la prise de connaissances et surtout la transposition de ces connaissances dans le cadre de situations professionnelles concrètes de contrôle de collectivités territoriales. Je pense que c'est ça l'objet d'une formation animée par le CAM, c'est de faire en sorte que les ressources pédagogiques, les connaissances qui sont mises à votre disposition puissent être transposées le plus aisément possible dans le cadre de situations professionnelles concrètes dans lesquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de vos missions au sein des juridictions financières. Est-ce que Marie-Odile veut ajouter quelque chose ? Oui, alors moi je voulais particulièrement remercier quand même Vincent Civray, hein, qui a quand même porté le projet énormément, et Anne-Claire Langlois, hein, qui sur le plan technique aussi a été vraiment nous a accompagnés dans cette aventure, qui devait nous mobiliser en présentiel 2 jours avec vous tous, mais l'avantage, c'est que finalement, on a été bien plus nombreux, je crois, à participer. Je crois que vous n'auriez pas tous tenu dans une formation classique. Remercier aussi nos deux auditeurs, hein, et on apprécie aussi leur jeunesse, puisqu'on a eu recours à eux pour ce point particulier sur le SI, hein, au regard des petits commentaires qui sont apparus sur la conversation. Voilà, donc effectivement, alors un point important, c'est que compte tenu de l'abondance de la documentation, elle reste à disposition pratiquement, je crois, tout l'été, hein, Anne-Claire pourra le confirmer.
puisque c'est voilà, Oui, c'est beaucoup il y a un fil rouge de méthodologique, on va dire, pour aborder les contrôles que nous faisons sous le prisme de la maîtrise des risques, qui est novateur, mais qui est alimenté par beaucoup d'exemples. Et donc, évidemment, pour vous les approprier progressivement, voilà, l'information est à votre disposition. Voilà, je n'ai pas trop d'autres commentaires à faire, mais voilà. Oui, alors pour clore un peu la formation, on a proposé de faire une petite fiche de synthèse qui reprenne un peu les concepts clés de la formation et en une dizaine de pages vous donne droit à l'essentiel. Donc cette fiche de synthèse vous sera prochainement communiquée après la formation dans les jours qui viennent. Et je me permets aussi de vous signaler la publication prochaine d'un contrôle sur la commune de Châteauroux qui utilise cette méthodologie. Et on voit bien apparaître dans le cadre de ce contrôle, donc dans le ROD 2, qui va être publié le 7 juillet prochain, je dirais les 5 composantes du contrôle interne tel qu'elle vous a été exposée. Donc c'est un exemple concret de ce qu'il est possible de faire, je dirais en mobilisant les compétences que j'espère vous avez acquises au cours de cette formation. Peut-être, je rajouterai un petit point complémentaire qu'il faut en tirer, c'est que je crois que l'approche par la maîtrise des risques, quel que soit le champ du contrôle ou les axes de contrôle qu'on retient, hein, c'est, je pense, un bon outil de dialogue et de contradiction avec l'organisme contrôlé au cours de l'instruction. Parce qu'on voit bien que nos observations sont d'autant plus robustes et acceptées qu'elles sont en quelque sorte contredites lors de l'instruction, hein, pour ne pas se retrouver après en fin de cursus avec des réponses à un rapport d'observation provisoire qui peuvent être extrêmement virulentes. Alors parfois il y a des réponses virulentes de mauvaise foi, mais quand on est dans un contrôle de bonne foi, on est d'autant mieux compris sur les observations majeures et structurantes, même si elles sont déplaisantes à entendre pour l'ordonnateur, qu'il y a eu ces phases, ces étapes d'échange et de contradiction au cours de l'instruction sur des éléments objectifs. Hein. Et le fil rouge de la maîtrise des risques est pour ça, je crois, quelque chose qui aide au partage et donc à l'acceptation au fil du contrôle des observations. Anne-Claire, est-ce que vous pouvez dire 2-3 mots sur le processus d'évaluation de la formation, je vous prie? Oui. Une évaluation va vous être envoyée. Vous serez invité à réagir et sur le contenu et sur la forme et à nous donner éventuellement quelques suggestions pour la suite. Oui, nous comptons beaucoup sur cette évaluation pour voir si les méthodes pédagogiques qu'on a essayé d'initier, à savoir la pédagogie inversée, correspond à vos attentes et apporte une réelle valeur ajoutée pour les formations animées par le CAM. Donc, on serait vraiment soucieux de nous écouter sur ce point-là. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je constate que même s'il y a des collègues… Oui. J'en profite juste pour vous dire qu'il y a un guide d'audit qui est disponible sur Sésame et qui va être enrichi et mis à jour d'ici, on espère, d'ici septembre. On espère pouvoir fournir un guide plus fourni d'ici septembre. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on anime, nous, une formation d'audit ici sur 2 jours et demi. Vous pouvez retrouver le lien dans le document qui est sur Moodle et on sera toujours ravis de vous accueillir à cette formation et n'hésitez pas aussi à nous contacter directement au CAM. On est toujours disponible si vous avez des questions sur quoi que ce soit. C'était juste moi qui prêchais pour ma paroisse.
Bien, ben, merci à tous. Merci de votre participation qui a été nombreuse jusqu'au terme de la formation. Et bien sûr, cette séance a été enregistrée et sera également disponible sur Moodle pour les personnes qui veulent, qui souhaitent la revoir ou la découvrir pour les quelques collègues qui n'ont pas pu assister à cette séance. Au plaisir, et je vous souhaite d'excellentes vérifications des dispositifs de contrôle interne des collectivités territoriales. Au revoir.